Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez réagir, 0826 300 300. Notre invité ce matin, Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, vous allez bien ? Oui, très bien. Député, on se retrouve. Député LFI de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, elle avait 24 ans, étudiante en droit. Dimanche soir, elle était chez elle, dans sa chambre, la chambre de son appartement au 3e étage de son immeuble, résidence un peu défraîchie mais plutôt calme à Marseille. Dans la rue, deux hommes à scooter armés tirent sur l'immeuble. Une balle touche la jeune femme en pleine tête. Elle est décédée. C'est la guerre ou quoi ? On n'est pas en Colombie, on est en France, dit sa mère, effondrée. Que demandent des habitants ? J'ai lu toutes les réactions. Que demandent des habitants ? Des policiers, plus nombreux. Vous aussi, la présence policière ? Oui. En particulier à Marseille, évidemment. Non, mais ce qui se passe là à Marseille, j'ai une pensée en plus pour cette dame, beaucoup d'amis. On a quelques députés à Marseille, je pense à Sébastien Delogu, qui est un député marseillais très impliqué aussi là-dedans. Dans sa circonscription, il y a eu plusieurs déjà de ces assassinats. Oui, il faut des policiers sur le terrain, il faut des policiers qui font un réel travail d'investigation. Là, on parle de choses sérieuses, on parle de gangs armés, il faut s'interroger d'où viennent les armes. C'est des filières internationales, hein. Là, on parle pas seulement, d'un travail du quotidien. C'est des moyens supplémentaires significatifs. Savez-vous qu'il y a chaque année 300 postes de douaniers qui sont supprimés ? Et toute cette drogue qui rentre, parce que bien souvent, là, je parle... Je ne sais pas le détail pour quelle raison ce tir a eu lieu, mais je peux imaginer, sans trop me tromper, que c'est un des éléments de ces règlements de compte systématiques. Non, c'était la volonté d'installer un trafic de drogue au pied de la cité. Où là, manifestement, il y a un combat très dur entre gangs qui vise, c'est une stratégie manifestant d'un gang, de terroriser, de tirer à tout va et d'empêcher que, en termes de contrôle du territoire, ce soit l'autre gang qui prenne le contrôle. Et c'est inacceptable. Donc il faut des policiers. L'État est désarmé. L'État est désarmé. Du moins, il y a eu des politiques. Souvent, vous savez, derrière ceux, les matamors, qui sont prétendument les amis de la police. Et je serais prétendument dans le camp de ceux qui ne seraient pas amis de la police. J'observe que souvent, je parle de la droite ou des amis de M. Sarkozy, il y a eu des suppressions de postes dans la police lorsqu'ils étaient en responsabilité. Il y a aussi, je le répète, des moyens d'investigation, d'éléments de police judiciaire, d'éléments y compris de la justice elle-même, parce que il faut des moyens très importants pour remonter sur ces filières internationales. Est-il normal, je viens de le dire, qu'on supprime des postes de douaniers ? Nous demandons notamment qu'il y ait 3000 douaniers supplémentaires qui soient recrutés. Nous demandons qu'il y ait 10 000 policiers en particulier pour mener cette guerre contre les gangs, parce que c'est inacceptable. Mais c'est ce que fait le gouvernement dans le budget 2024. Augmente. Et c'est ce que fait le gouvernement depuis maintenant plusieurs mois. Je ne suis pas là pour le défendre, je regarde la réalité. Embauche de policiers, nombreuses embauches, vous le savez bien, efforts considérables faits en direction de la justice. Que faire de plus ? On peut faire encore plus. Là, il y a beaucoup d'effets d'annonce, c'est pas toujours significatif. Non mais attendez, là, on va commencer une interview. Moi, je vais pas polémiquer avec qui que ce soit dans le gouvernement qui a envie d'affronter des bandits armés qui font couler le sang de citoyens normaux. Et en l'occurrence d'une jeune fille, moi, je suis père de 3 enfants, j'ai 3 filles. Elle a l'âge d'une des miennes. Il est inacceptable. Enfin, je veux dire, chacun se reconnaît là-dedans, quelle que soit son opinion politique. Y compris, ça montre que les quartiers populaires sont les premières victimes de toutes ces bandes qu'il faut frapper durement. Mais ça nécessite, je le répète, qu'au-delà de l'agitation sécuritaire parfois, les policiers puissent travailler tranquillement, avec des moyens, et contrairement à ce plus d'argent pour la police. Plus de moyens aussi d'investigation. Plus de moyens. Donc vous votez le budget, quoi. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est pas arrêté. Je vous pose la question. Mais moi, je suis pas opposé à ce qu'il y ait des moyens qui soient donnés. Le programme de Jean-Luc Mélenchon prévoit le recrutement de 10 000 policiers. D'accord ? Maintenant, si on discute de ce qu'est la police, c'est aussi comment travaille cette police, quel rapport elle a avec la population, aussi une police de proximité qui par moment permet d'avoir, non seulement ce qui n'a rien à voir avec la lutte contre le banditisme, mais un meilleur regard sur la population, de meilleures relations. Que les choses soient claires pour ceux qui m'écoutent. Moi, je suis pour que la justice soit rendue. Je suis pour le droit à la sûreté des citoyens ce qui était proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'empêche que je porte en même temps cette volonté d'une police républicaine, un regard
ferme sur le fait qu'il y a des moments, la manière dont travaillent certains policiers ne me va pas, et je veux qu'ils l'entendent. Être pour une meilleure police, c'est pas être contre la police. Je ne comprends pas qu'il y a un usage, je trouve un peu trop laxiste actuellement, d'utilisation d'armes à feu à l'occasion de contrôles de police qui a amené à ce que toute une série de jeunes gens, hélas, ont été des victimes. Moi, de cela, ça n'est pas tolérable, et donc il est normal qu'il puisse y avoir un débat citoyen. Je vois pas pourquoi on pourrait parler de l'hôpital, de l'éducation nationale, mais il y aurait un secteur du service public dont on ne pourrait pas parler, c'est la police. Donc on m'écoute bien, je ne suis pas anti-police. Je suis pour la police républicaine, je veux que la police travaille bien, frappe les voyous. Vous avez peut-être une voix différente au sein d'LFI, mais je crois pas. Oui, on va voir. Mais je vais y revenir. Mais dans le cadre de ces trafics de stupéfiants, imaginez une patrouille de police qui se retrouve là au moment où ça tire. Que font les policiers ? Que font les policiers? Ils interviennent et ils tirent eux aussi. Mais évidemment. Non, mais attendez. Donc il n'y a pas de débat. Non mais attendez, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes un homme intelligent. Non. Chacun fait la distinction entre un malfrat qui a une arme à feu, une arme automatique, et un contrôle de police avec un gamin de 17 ans. Enfin, j'espère que cette capacité que n'importe quel citoyen a, y compris un policier, d'appréciation du moment. Attendez, mais moi je suis pas en train de dire que les policiers doivent offrir des bouquets de fleurs aux voyous, en particulier à Marseille, où ils sont armés de fusils de guerre, d'armes de guerre. Donc je discute pas de ça. Là, on parle du grand banditisme. Mais comprenez aussi la fatigue, l'exaspération des policiers parfois. Je la comprends d'autant plus que je vous coupe. J'ai été demandeur d'une commission d'enquête sur le nombre de suicides dans la police qui m'a été refusé. On a un taux de suicide extrêmement important chez les policiers, qui est dû notamment à quoi? Je répète ce que disaient les organisations syndicales, un management brutal, d'accord, souvent qui est fait. Les policiers travaillent durement, dans des conditions qui sont pas simples. Je suis élu de Seine-Saint-Denis, vous l'avez rappelé au début. Le commissariat, moi j'ai même pas un commissariat dans ma ville, à Bagnolet, de plein exercice, qui est un des principaux, par l'expression four, c'est-à-dire lieu de vente de drogue. Le commissariat est dans une autre ville, au Lilas. Ils sont dans des préfabriqués, là dernièrement sous la chaleur, dans des conditions de travail terribles, avec des voitures qui fonctionnent pas toujours très bien. Donc je suis pour des moyens. Maintenant, et je l'ai déjà dit, le ministre est venu, quand il le sait très bien que je réclame notamment la construction d'un commissariat un peu neuf pour qu'il puisse bien travailler. Il n'empêche que j'articule ce propos avec le fait aussi, parce que je respecte l'idée que je me fais de la police, sur le fait que c'est un service public, je répète, dans lequel aussi on peut discuter de comment ils travaillent, comment ils sont contrôlés. Est-ce qu'éventuellement l'IGPN, qui est l'instance de contrôle de la police, peut être pas seulement des policiers entre eux, mais éventuellement, comme ça se fait dans d'autres pays, avec un regard extérieur, pour qu'on puisse avoir confiance totalement dans la police. Nous avons besoin d'une police. Vous savez, une société sans police, c'est la loi du plus fort qui s'applique, la loi de la jungle. C'est le Far West. Moi, je ne suis pas d'accord. À propos de la police, le 23 septembre, il y a cette marche, vous irez marcher, contre les violences policières et le racisme systémique dans la police? Il y a ce problème-là. Mais vous irez marcher ce jour-là? C'est une manifestation auquel nous appelons. Mais on a le droit de poser ce problème. Amis policiers qui venaient... vous demande simplement je vais vous dire une chose. J'ai 55 ans, les premières mobilisations, c'était en 1986, vous avez connu ça, contre le projet Devaquet. C'est un projet étudiant. Lorsqu'un jeune homme, Malik Oussekine, a perdu la vie, il y a une série télévisée, les premiers qui ont pris la parole pour dénoncer ça, c'était le dirigeant de la FASP, la Fédération Autonome des Syndicats de Police, qui avait dit que ce qu'avaient fait les policiers était indigne. D'accord ? Il peut y avoir des voix dans la police qui défendent la police, qui aiment la police et qui en même temps considèrent que dernièrement ce qui a eu lieu. Mais on a besoin de police. Vous aimez la police, vous dites j'aime la police. Mais j'aime la police républicaine, la police qui accueille dans un commissariat en n'ayant pas une attitude inacceptable, la police qui ne tire pas. Alors est-ce que vous êtes d'accord ? Attendez. Donc ça, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut dire j'aime l'école, mais je veux plus de policiers, plus d'enseignants. Vous pouvez en parler puisque c'est ce que vous dites. Alexis Corbière. Moi, je lis simplement Daniel Obono, interviewé par un hebdomadaire américain, député LFI. Je la cite. La police tue. C'est évidemment vrai. Nous avons donné un pouvoir extrêmement important à cette institution, le pouvoir de tuer. Mais dans quelles conditions ? Et respecte-t-il la loi ? Il y a dans la police un problème de dysfonctionnement, de transmission des ordres, de comportement, de racisme. Ça existe. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là ? Mais ça existe, oui, il y a un problème. Vous êtes d'accord, totalement. Il y a un débat. Non, mais attendez, après, Daniel... Nous avons donné un pouvoir extrêmement important à cette institution. Le pouvoir de tuer, vous êtes d'accord ? Non, la formule, elle est cash. Maintenant, la loi 2009, la loi de... Ça heurte la les loi policiers. 15-9, non, mais attends, oui, mais les policiers... Il faut qu'on discute tranquillement. Y compris, attendez, c'est pas que je fuis le sujet, en cette rentrée sociale de l'inflation, m'embarquez pas là-dessus, parce que... mais moi, je suis pour. S'il y a des policiers qui m'écoutent, et après on arrête, ou on reprend, on fait qu'une émission là-dessus.
il faut, y compris, ils travailleront mieux si la confiance est rétablie avec la population, en particulier dans beaucoup de quartiers populaires. Donc il y a besoin à ce que tout le monde s'écoute. Et ils doivent entendre, même si ça leur est pas agréable et que ça les agace, et peut-être même parfois que c'est excessif, qu'il y a des comportements policiers qui ne sont pas tolérables. Une fois que j'ai dit ça, je n'accepte pas non plus des comportements pas tolérables contre les policiers. D'accord ? Et il faut qu'on se parle. Et si chaque fois que je veux poser la discussion là-dessus pour avoir une police républicaine, on me dit t'es un anti-flic, et des syndicats quasi factieux, écoutez-moi, je l'assume à ce micro, entre la FASP que j'évoquais dans les années 86, qui était un syndicat républicain, et toute une série de groupuscules, soi-disant porte-parole de la police, qui racontent des folies. Il y a eu des communiqués pendant au mois de juin-juillet qui parlent des nuisibles quand ils parlent d'une partie de la population. Ces gens-là, qui sont à mon avis très minoritaires dans la police, font du mal à la police. Voilà, on arrête là parce que la rentrée, c'est sur l'inflation, les prix qui augmentent, c'est pas... La rentrée, c'est... Oui, non, mais là, il y avait le sujet Marseille. C'est moi qui décide des questions à poser. Non, mais ça, c'est évident. Corbière, hein, c'est évident, oui. Bon, c'est vous qui menez un interrogatoire. Je vous parlais... C'est pas un interrogatoire. C'est pas un interrogatoire. Je voulais parler, évidemment, d'autre chose, et notamment d'immigration. Régulariser les travailleurs étrangers et qui exercent dans des métiers à tension. Il y a cette tribune transpartisane qui a été publiée. Les députés et les filles ne sont pas associés. Vous auriez aimé être associé à cette tribune ? Non, mais je laisse faire cette tribune dans notre programme, celui porté par Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, qui est notre programme. Nous sommes favorables à la régularisation des travailleurs dits sans papier. D'accord ? Il y a des gens qui travaillent dignement. Depuis longtemps. Des gens, et sortons-les de cette clandestinité qui fait qu'ils acceptent parfois les métiers les plus pénibles. Ensuite, il y a un projet de loi qui vient, il y a un débat qui a lieu dans lequel M. Darmanin, dans un texte qui est dur, qui se veut... On ne le connaît pas encore totalement. Ouais, mais enfin bon, effectivement, on va le découvrir, mais enfin qui est le 29e texte depuis 1980 sur l'immigration, qui toujours commence de la même façon que les précédents. Cette fois-ci, on va régler les problèmes, on va être dur, etc. Bon, donc, et souvent sur le dos de gens en situation irrégulière, on essaye d'avoir des débats un peu politiciens. Mais il prévoit notamment que dans certains secteurs dits en tension, il y a une régularisation pour un an. Alors, petit 1, qu'est-ce qu'un secteur dit en tension ? C'est souvent les métiers agents d'entretien, métiers du bâtiment, des métiers, je ne veux pas faire injure à la profession, écoutez-moi, mais on le sait très bien, c'est dur, c'est mal payé, etc. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est attention, d'abord, les branches patronales doivent avoir une réflexion, et quand j'ai une réflexion, c'est une action, pour que des métiers extrêmement mal payés, dans des conditions terribles, doivent se modifier. Je ne voudrais pas que l'immigration servent de prétexte à dire il n'y a rien qui bouge dans ces boulots-là, comme il y a des gens en situation irrégulière qui sont prêts à bosser dans n'importe quelle condition, on va les maintenir sur l'emploi et on va pas poser les régulariser et leur offrir des salaires dignes. Voilà, donc salaire digne, vraies conditions. Ensuite, pourquoi un an ? Nous, ce que nous disons avec les organisations syndicales, au moins 2 ans, voire 4 ans. Parce que cette idée du travailleur jetable, tant que j'ai du boulot pendant un an, j'accepte, mais je continue à y mettre la pression. Au bout d'un an, y compris du point de vue, je ne veux pas livrer des grands secrets, des administrations préfectorales, tous ces trucs tous les 1 an, ça va saouler tout le monde. Si on a besoin dans un secteur, au moins, pourquoi pas les régulariser sur 3-4 ans ? C'est ce que nous demandons, voire même des régularisations beaucoup plus longues. Voilà pourquoi régularisation de tous les gens qui travaillent, les gens qui travaillent, non, les gens qui travaillent. Moi, pour ma part, j'en reste au programme que nous avons porté. Ceux qui travaillent doivent être régularisés et on doit arrêter cette espèce de mise sous pression de braves gens, souvent des femmes d'ailleurs, moi dans ma circonscription, souvent qui travaillent dans ces métiers du lien ou des métiers d'entretien et qui sont dans une trouille au ventre permanente alors que leurs enfants sont à l'école, etc. Ça n'est pas tolérable. Que feriez-vous, pouvoir d'achat, difficulté de boucler ses fins de mois, les prix qui augmentent, l'essence qui augmente, le carburant donc toujours plus cher, c'est la principale préoccupation des Français. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir ? Bloqueriez les prix des produits de première nécessité ? Voilà, c'est comme ça que nous l'avons formulé. J'ai vu ça dans votre programme. Voilà. Ça coûte 20 milliards par an, au moins, mais ça coûte 20 milliards. Vous savez, il y a 180 milliards d'aide aux entreprises qui profitent surtout aux grands groupes qui font des bénéfices records, donc c'est des politiques publiques. Nous avons une situation exceptionnelle. De quoi il s'agit ? Il s'agit, quand on dit bloquer les prix de première nécessité, comme ça que nous l'expliquons, on peut même avoir une réunion avec les différents préfets ou le gouvernement. Non, mais c'est la Corée du Nord, c'est la fin des libertés publiques. C'est pas la Corée du Nord. Non. C'est de l'économie, mais il faut l'assumer. Mais dans certains de nos départements d'outre-mer, c'est le cas. On peut avoir une réunion tranquille avec des acteurs. Qu'est-ce qu'un produit de première nécessité ? Définissons-le. Toute une série de produits dans lesquels nous considérons, parce qu'ils sont de première nécessité, c'est pas du luxe, c'est pas le petit plus, eh bien, clac,
N'y a-t-il pas un risque de voir les distributeurs étrangler, par exemple, les petites PME ou les agriculteurs, les producteurs les distributeurs petites PME, c'est encore autre chose. Actuellement, il a été établi par nombre d'économistes qu'il y a une boucle prix-profit, c'est-à-dire que l'inflation profite au moins à 50% est due à des bénéfices, à des marges plus importante dans la grande distribution. D'accord ? Alors, elle a bon dos, la guerre en Ukraine, elle a sans doute quelques conséquences, mais ça n'est pas que la seule explication de l'inflation de toute une série de produits. Donc, on peut être en droit, sans être dans un rapport dictatorial, de dire à toute une série, soit dans la grande distribution, ou toute une série d'acteurs qui font des profits à l'heure actuelle, que actuellement, eh bien non, les prix sont momentanément bloqués et ça évite que les Français soient comme pour le tabac, les médicaments, le livre, mais par regardez exemple, sur l'essence, aujourd'hui, on a explosé on est à 1,89 €, 1,90 € pour ce qui est du et souvent 2 €. D'accord, et on a un groupe Total qui fait des bénéfices records. Écoutez, mais qui bloque. Oui, c'est d'accord, qui bloque. Ça veut dire que Bruno Le Maire obtient. Non, attendez. Mais pourquoi on ne reviendrait pas au prix 1,40 €, 1,50 €, on avait dit, qui était avant 1,50 €, c'est ce que vous proposez. Blocage des prix à 1,50 € le litre. Qui était de revenir. Qui va payer, là ? Qui va payer la différence ? La différence avec d'autres, c'est que moi, je pense que les grands groupes, actuellement, ce n'est pas un moment où ils doivent faire des bénéfices records qui sont reversés à leurs actionnaires. Le problème de ce que j'entends parfois comme proposition qui vise à dire on va baisser la TVA, c'est que moi, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir moins de recettes de l'État. Et par contre, les profits privés devraient continuer en cette période, vu que la situation est difficile pour tout le monde. Eh bien, c'est le moment qu'il y ait une contribution, des profits moins importants de la part de ces grands groupes. Ça me semble être une bonne politique républicaine, dans le sens soucieuse de l'intérêt général. Est-ce que vous avez abandonné la défense de la laïcité ? Absolument pas. La lutte contre le fanatisme religieux. Plus que jamais. C'est mon obsession. La laïcité. Ce sont des combats historiques de la gauche. Bien sûr, et de continuer à les porter. Corbière. Maintenant, la vraie laïcité, celle d'Aristide Briand, d'accord ? La loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Tiens, au passage, vu qu'on est tous les deux des gens du Sud, je suis un peu étonné, vous allez dire que c'est anecdotique, mais qu'à l'occasion de la venue du pape à Marseille, le pape est le bienvenu en France, ça va de soi. Et les catholiques français, évidemment, doivent être très heureux, et pas seulement, d'accueillir le pape. Mais j'ai découvert que le calendrier parlementaire était modifié parce qu'on ne voulait pas froisser le pape, parce qu'il devait y avoir un débat sur la loi fin de vie. Bon, moi, ça par exemple, séparation... Ça me choque. Du moins, je l'illustre pour montrer, attention, la séparation de l'Église et de l'État fait que l'État agit en dehors de toute pression des églises. Pas de financement public. Ça, c'est la laïcité. Deuxièmement, je suis favorable à la loi de 2004 qui vise à dire dans les établissements scolaires, pas de signes religieux. Les signes religieux, c'est ce que c'est. C'est une croix, c'est une kippa, c'est un foulard qui couvre les cheveux en raison d'une obligation religieuse. Là, le débat sur lequel vous voulez m'entraîner, c'est qu'on est... Non, mais je vous laisse parler. Donc, moi, je suis favorable à ça. C'est vous qui parlez. Donc, laïcité, et à tel point que j'aime tellement la loi de 1905 que je suis favorable à ce qu'elle s'applique partout sur le territoire, notamment en Alsace-Moselle. Il y a 3 départements français où la laïcité ne s'applique pas. Et sur fonds publics, c'est, je crois, 60 à 80 millions d'euros par an. Nous finançons des prêtres, des rabbins et des pasteurs, mais pas des autorités musulmanes. Moi, je suis pour pas de financement public des religions. Vous voyez, j'ai la passion de la laïcité. Mais la vraie laïcité... Puisque vous voulez que je vous entraîne vers l'abaya... je vous vois venir. Mais vers l'abaya, évidemment que vous me voyez venir et j'y viens. Est-ce que porter une abaya, c'est un signe de liberté et d'émancipation ? Mais moi, j'ai pas à juger. Ça, c'est des débats sans fin. Je vais vous dire une chose. Je vous pose la question. Je vais vous dire une chose. Votre avis. Vous allez me dire. Je fais pas ça par manœuvre. En 1905, quand le débat est abordé, des gens reprochent à Aristide Briand de ne pas interdire notamment les tenues religieuses et le port de la soutane dans la rue. Il dit votre commission n'a pas travaillé là-dessus. Et Aristide Briand répond c'est pas que nous n'avons pas travaillé là-dessus, mais volontairement nous n'avons pas abordé. Et il disait l'habileté combinée des tailleurs et des prêtres aura tout fait si vous supprimez un costume d'en fabriquer un autre. Et il disait à ceux qui lui reprochaient ça, le prestige de la religion n'est pas dû à la tenue vestimentaire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'attention à ce que je ne suis pas là pour juger pour quelle raison vous mettez telle ou telle tenue, d'accord, tenue, qui est parfois dans une zone d'ombre entre le culturel et le cultuel. Je peux avoir une opinion personnelle, mais comme responsable politique, cher Jean-Jacques Bourdin, si on commence à rentrer dans la discussion, quelle que soit mon opinion personnelle, moi ça peut, je préfère... je vais le dire clairement. Vous préférez pas d'abaya ? Non, mais je préfère des jeunes filles qui écoutent du rock and roll ou j'en sais rien, c'est mon truc à moi, plutôt qu'elles soient par moments dans un rapport plus religieux. Mais attention, la laïcité, c'est la liberté de conscience, le droit de croire et de ne pas croire. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est la montée de l'obscurantisme. Ça, je le vois. C'est-à-dire des réponses simplistes à des questions complexes. Mais attention,
j'ai par exemple dans ma circonscription, je vais vous dire une chose. Vous savez ce qu'est la religion la plus dynamique? Les évangéliques, les églises évangéliques. J'ai dans ma circonscription, et je crois que c'est une ancienne de radio où vous travaillez qui l'a révélé récemment, mais qui a notamment des comportements qui est, par la mivilude extrêmement sectaire. Donc attention à ce que la montée d'un fanatisme religieux et d'un obscurantisme qui est assez présent ne se limite pas aux petits sujets ou aux sujets sur lesquels on veut nous embarquer, mais il y a comme problème plus général. Alexis Corbière, est-ce que la justice est trop politisée en France? Non, je vous dis ça parce que le syndicat de la magistrature, présent à la fête de l'humanité, franchement, est-ce sa place? Est-ce sa place? La séparation. Un syndicat soit la fête de l'humanité, oui. Non, syndicat de magistrats, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Il y a séparation, vous le savez mieux que personne, puisque vous êtes historien, séparation des pouvoirs. C'est indispensable, la séparation des pouvoirs. Vous le savez. Est-ce que les prises de position politiques du syndicat de la magistrature sont compatibles avec la séparation des pouvoirs? Je vous pose la question. Non, mais à partir du moment où ils ont le droit de se syndiquer, d'accord, ils ont le droit de se syndiquer. Oui, non, mais qu'on soit syndiqué pour défendre, effectivement, pour défendre des intérêts particuliers au sein même de la magistrature. Je comprends très bien. Mais si être syndiqué pour faire de la politique, je comprends mal de la part d'un magistrat. Non, mais ils ont le droit. Vous le comprenez ou pas? Est-ce que vous tenez à la séparation des pouvoirs? Non, mais évidemment. Je dis ça parce que mais il y a des syndicats de police, vous avez vu aussi ce qu'ils racontent? Non, mais je suis pour aussi que les policiers soient... Vous l'avez dit. Non, mais j'entends bien, mais alors... Ce que l'on reproche aux syndicats de police, on peut le reprocher aux syndicats de magistrats. Allez, pardon, parce que là, je manque... Vers quoi vous voulez m'amener? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que la justice française est trop politisée? Non, je ne crois pas. Non, il y a évidemment des juges qui ont des engagements politiques, et après, il y a des organisations syndicales. Non, je ne regrette pas. Non, c'est normal. À ma connaissance de ce que j'ai vu, je n'ai rien à regretter. Ils prennent des prises de position. Après, la justice, son problème, c'est pas la politisation. Il est normal que des policiers soient très à droite et que des magistrats soient très à gauche. Non, mais je ne suis pas pour le dire comme ça. En vérité, si on est un vrai policier, on est un justicier qui lutte contre les inégalités, on devrait avoir le cœur à gauche. On ne devrait pas être dans un rapport de brutalité par rapport à certains. Donc moi, j'ai pas tout ça. Sortons des caricatures. Après, je ne sais pas ce que vous reprochez à ce syndicat de la magistrature d'aller à la fête de l'humain. Il y a des tas de gens qui ont la fête de l'humain. Même Johnny de son vivant y allait. Alors vous savez. Des prises de position politique, vous allez y aller. Allez-y, moi j'irai, je suis invité. Il faut aller à la fête évidemment, pourquoi pas. Vous avez lui serrer la main. Et pourquoi pas? Qu'allez-vous lui dire? Salut Fabien, ça va? C'est tout? Non, oui. C'est tout? Parce que vous voulez en venir. Mais vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de points. Alors qu'allez-vous lui dire? Que lui reprochez-vous? Oh non, je ne le prends pas comme ça. Je vais dire les choses. Non, moi je suis favorable. Non, mais vous allez voir. C'est une manière de répondre à Jean-Jacques. Moi, je suis favorable à ce que nous avons bâti en juin dernier, qui s'appelle la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je suis pour qu'elle se maintienne sur le cycle politique dans lequel nous sommes, qui va au moins jusqu'en 2027. En gros, je vais mettre les pieds dans le plat. Je serai favorable à ce que nous ayons un candidat commun pour être au second tour et l'emporter. Benoît Hamon ? Non, là je parle, y compris en 2027. Dans ce cadre-là, les élections européennes qui arrivent. Je suis favorable à ce que nous ayons une liste commune. Pourquoi? Parce que je pense, au vu des sondages et de l'ambiance un peu que je sens, que le Rassemblement national va faire un score significatif, que Macron, malgré tout, va être dans un score qui n'est, enfin, je veux dire, qui peut créer un effet trompe-l'œil par rapport à ce que je vois de rejet dans le pays, et que nous nous retrouvions, nous, à faire le jeu des petits chevaux, à être chacun autour de 10-12%. Ce que je souhaite, c'est que si on est ensemble, on soit, pourquoi pas, la première liste pour créer un effet propulsif pour nous amener victorieux en 2027 et changer la vie des gens concrètement. Dans ce cadre-là, tous les amis, les copains, les camarades, appelez-les comme vous voulez, qui jouent leur petite musique, qui pensent que ce qui est plus important, c'est et vas-y que je te fais une petite polémique sur le barbecue et le machin. Le droit d'exister. Oui, non mais de toute façon, petite polémique sur le barbecue. Qui l'a lancé la polémique? Non mais puisque vous évoquez qui a lancé la polémique sur le rugby? Qui a lancé? C'est quoi la polémique sur le rugby? Moi j'adore le rugby. Sandrine Rousseau. Non mais si vous voulez, Roussel et Rousseau sont dans un bateau et puis qui c'est qui tombe à l'eau? Non mais je veux dire, si Sandrine Rousseau, je sais pas, aucun des deux je les aime bien, mais je veux dire, moi j'ai pas envie, tous les deux, j'ai pas envie que la vie politique soit scandée autour de je te passe le sel, tu me passes le poivre sur des sujets. Moi c'est pour ça que Sandrine Rousseau ou Fabien Roussel, moi j'ai envie de convaincre. Voilà, je veux dire, l'objectif, c'est pas est-ce que je fais passer mon parti de 2% à 5% ou est-ce que je fais un dernier buzz que Bourdin va reprendre. Je m'en fous totalement de ça. Non mais vous voyez ce que je veux dire. J'invite chacun à rester. Et pourtant moi, abandonné. Pourquoi vous êtes-vous un peu marginalisé les filles et avez-vous abandonné, le coût de la vie, les difficultés sociales rencontrées par les Français pour parler sans cesse de violences policières, d'islamophobie, de genrisme, de racisme structurel, et j'en oublie. J'en oublie. Eh bien, moi, je pense que, premièrement, si vous dites ça, je pense que vous avez tort de le dire, mais si c'est la perception
que Qu'ont les vous en Français, avez, pas eh moi, bien, qu'ont nous les devons Français. travailler. Ce que nous a dit notre candidat la dernière fois, Jean-Luc Mélenchon, c'est faites mieux, pas faites pareil. Donc moi, ce sur quoi je plaide avec d'autres de mes amis, c'est que précisément dans quelques mois, M. Bourdin ne dise plus ça, mais dise vous avez mis le paquet. Ce qui est vrai. Notamment, nous avons un plan contre la rentrée chère en milieu scolaire. Nous allons présenter des projets de loi pour François fixer. Ruffin. Oui, non, mais attends, Oui. moi il me reproche rien, François, parce Pas que je vous. pense la même chose que lui. Ah. Je pense la même chose que lui. C'est ce qu'il pense, sur en ces tous les cas. sujets-là. Oui, mais ne nous caricaturons pas. On est porteur de nombre de revendications sociales, évidemment, et y compris la manifestation du 23 septembre que vous évoquez est une manifestation aussi contre la vie chère. Ça fait partie de nos mots d'ordre. Vous l'avez pas relevé, mais ça fait partie de nos mots d'ordre. Mais vous l'avez relevé. Merci Alexis Merci, Corbière Jean-Jacques Bourdin. d'être venu nous voir. Il est 8h59.